Joël Dicker, c'est un auteur suisse, c'est auteur de plusieurs romans, parmi lesquels La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a eu le début international en 2012. Il y avait après le clan de Baltimore, la disparition de Stéphanie Meyer et maintenant le mystère de la chambre 622. Bonjour Joël, je suis très contente de te recevoir maintenant pour une interview. Il y a 9 ans, à peu près au même moment, tu étais à Bucarest. Oui, merci. Je suis très heureux de te retrouver, très heureux d'être là, très heureux d'être un tout petit peu en Roumanie, même si je suis à Genève, en Suisse où j'habite, et que je ne suis que virtuellement avec vous. Je suis content qu'on puisse quand même faire ça parce que je trouve que ça envoie un signal qui est fort, qui est de dire, même quand on ne peut pas se retrouver, même quand on est coincé chacun chez soi, même dans une pandémie qui nous enferme et qui nous empêche de tout, la littérature est ce qui nous rassemble. La littérature est ce qui nous permet de nous retrouver. Et pour la littérature, par la force des livres, on a cette possibilité. Et je crois que c'est un signal très important sur ce que la littérature peut faire, sur ce que les livres peuvent faire. Et je crois que c'est quelque chose qu'il est très important de nous répéter. Hein, on vit dans un monde, et moi avec, hein, où on a beaucoup de distractions. On a les téléphones portables, on a Netflix, on a Internet. On a beaucoup d'autres choses à faire que de lire. Et on oublie parfois le but, la fonction essentielle de cette lecture, de la littérature, et qui est vraiment quelque chose qui est constitutionnel de notre liberté, et de notre liberté psychique, de notre liberté physique. Je crois que la littérature, lire, l'ouverture que les livres nous offrent, c'est le fondement des démocraties dans lesquelles on vit, et qu'il y a donc une urgence à rappeler à ceux qui n'aiment pas lire ou qui ne veulent pas lire, à quel point, en fait, tout le monde aime lire, mais tout le monde ne le sait pas encore, et que c'est vraiment un exercice de l'esprit qui est indispensable. Tu as parfaitement raison. D'ailleurs, les livres et la littérature en général ont réussi à relier, à connecter les gens d'une façon particulière, plus qu'on le croyait. Donc, le vrai sens de la littérature était redécouverte et redit, encore une fois, d'une manière plus profonde pendant cette période d'un an. Déjà, c'est plus d'un an. Alors, la vérité sur l'affaire Harry Kéber a été primée en 2012 avec prix de l'Académie française et avec le prix Goncourt des lycéennes. Il y a des gens qui attendent une vie pour connaître, pour être célèbre. Toi, tu as eu la chance de connaître la notoriété quand tu étais très, très, très jeune. Qu'est-ce que ça a signifié pour toi? Comment est-ce que ça a changé l'individu que tu es? Et surtout, qu'est-ce que la notoriété a signifié pour l'écrivain que tu voulais devenir? C'est une très bonne question qui est très importante parce que la notoriété et le succès, je dirais le succès. Je fais la différence entre la notoriété et le succès de mon livre parce que la notoriété, c'est le fait que moi, Joël, je sois connu ou reconnu en tant que personne, alors que le succès, c'est le succès du livre. C'est le livre, c'est à propos du livre. Et c'est ça surtout dont je voudrais parler. Le succès du livre, il a été très important pour moi dans ma vie parce qu'il m'a vraiment permis d'affirmer mon identité d'écrivain. Je me sentais écrivain, j'écrivais depuis des années. J'ai eu beaucoup de romans que j'ai écrits qui ont été refusés par tous les éditeurs. Donc la vérité sur l'affaire Harry Kéber est mon premier succès, mais c'était mon 6e roman. Et tous mes romans avant étaient restés pas lus, pas édités. Et ce succès du livre, il a été très important pour moi parce qu'il m'a permis de rencontrer des lecteurs et il m'a permis de donner beaucoup de sens à tout ce travail d'écriture que j'avais fait. Il m'a confirmé que cette conviction que j'avais et que ce travail que j'ai fait, et que cette envie de creuser et de rester dans le sillon de la littérature était le bon. Parce que vous savez, quand vous êtes écrivain et que vous êtes un jeune écrivain, les gens vous disent « mais c'est pas un métier ». Et donc ça a été pour moi comme une renaissance, parce que ça m'a permis d'affirmer cette identité avec laquelle j'avais beaucoup de peine à vivre, parce que je me sentais écrivain, mais j'avais de la peine à l'affirmer.
Et ce succès, donc pour ça, et ce succès qui est venu très jeune, il m'a beaucoup apaisé. Il m'a beaucoup apaisé parce qu'il m'a permis de donner beaucoup de sens à tout ce qui est venu avant. Et je l'ai d'ailleurs tout de suite pris comme ce qu'il était, c'est-à-dire quelque chose de soudain qui peut-être ne durerait pas et dont il fallait profiter avec beaucoup de bonheur, c'est-à-dire prendre la mesure de ce que c'est maintenant sans se poser trop de questions pour la suite. Et je crois que c'est comme ça que ce succès a été pour moi un moment agréable et pas du tout un moment d'angoisse et d'inquiétude comme on peut imaginer. Beaucoup de gens, et ça peut être le cas, hein, peuvent penser que le succès est quelque chose de bloquant. Dans mon cas, ça a été quelque chose, au contraire, qui m'a donné beaucoup d'énergie. Et je crois que notamment dans ce que je racontais avant, de dire que j'ai la vérité sur l'affaire Harry Kéber est mon premier succès, mais mon 6e livre, c'est un élément qui est important parce que une fois que le succès est retombé un peu et que je me suis remis à écrire, je me suis dit, bon, bah, il suffit que je continue à faire ce que j'ai toujours fait. J'ai écrit des livres, certains n'ont pas marché, celui-là oui, mais si tu veux, j'étais dans quelque chose que je connaissais. Je connaissais le mouvement de l'écriture. Je connaissais les sentiments qui peuvent arriver quand on a fini un livre, quand on va en recommencer un, tous les doutes qui peuvent être là. Et je savais que ces doutes, que les sentiments que je pouvais avoir, que les difficultés n'étaient pas des difficultés liées au succès du livre qui m'empêchaient de me mettre à écrire, mais étaient des difficultés habituelles pour un écrivain que le succès qui ait eu un succès ou pas. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Je crois que si Harry Kéber avait été mon premier roman et que j'avais eu un succès immédiat, alors ça aurait pu être un succès très dangereux parce que je me serais dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait ça? J'ai aucune idée. J'ai écrit, ça a eu un succès. Alors que d'avoir eu des échecs avant, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que le succès n'est pas forcément la récompense du travail, mais il est aussi l'opportunité, la chance. Avoir du succès, c'est, oui, une partie, c'est le livre, évidemment, mais l'autre partie, c'est la chance, être au bon moment, au bon endroit, c'est rencontrer des bonnes personnes. Dans mon cas, ce succès, je le dois beaucoup à mon éditeur, Bernard Defallois, un homme très important, à qui justement je rends hommage dans mon dernier livre, L'énigme de la chambre 622, parce que je voulais raconter ça aussi, de dire que le succès, c'est en général, c'est pas tout seul. Le succès, c'est une rencontre, c'est des gens avec vous, c'est une équipe, c'est quelque chose qui se passe, c'est une alchimie. Hein, une alchimie, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments ensemble qui font quelque chose. Mais je crois que le succès tout seul, ça n'existe pas. Et quand on est conscient de tout ça, ça permet de le vivre bien et d'en faire quelque chose de positif. C'est pour cela que d'ailleurs j'ai préféré commencer par te demander à propos de la notoriété, pas à propos du succès, parce que c'est ce qui me fascine effectivement en te suivant à partir du moment où j'ai lu ton premier manuscrit, et c'était le manuscrit de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'étais fascinée effectivement par cette trajectoire culturelle que tu as suivie, où un roman a enchaîné un autre, et le fait que, en fait, il y a une différence, il y a une croissance, il y a une vie à l'intérieur de ton travail comme écrivain. Et à propos du succès, du point de vue, disons, des chiffres, l'énigme de la chambre 622, c'était le livre qui était paru en France l'année passée, juste au moment du confinement, donc au moment où il n'y avait pas des librairies ouvertes. Et pour nos lecteurs, il faut le savoir que c'est le roman qui a été la meilleure vente en France de 2020. Je voulais te prier de nous parler un petit peu de ce roman où il y a mélangé de l'amour, de l'adultère, un meurtre, donc une crime qui nous fait attendre avec le souffle coupé pendant 600 pages pour retrouver qui est le coupable. Il y a aussi de la haute finance suisse tout autour de Genève et tout autour d'un hôtel de luxe près de Genève. Le Figaro disait que le roman c'est 50% thriller, 50% mélodrame et 100% policier. Moi, je crois qu'il y a en grande partie bien autre chose. C'est une confession. Et ça m'a touché beaucoup.
Et je voulais que tu nous parles un petit peu de ce que le roman a signifié pour toi et qu'est-ce qu'il a eu de neuf par rapport aux autres romans, parce qu'il y a là un petit peu de toi et un petit peu de la relation fondamentale qui a été la clé de ce succès dont tu nous parlais. Oui, alors c'est un roman qui est particulier parce que d'abord pour le décor du livre, qui est la partie la plus simple, je crois, c'est un roman qui se passe à Genève, en Suisse, où j'habite. Et c'était important pour moi parce que mes précédents romans se passent aux États-Unis, qui est un pays que je connais très bien, donc j'étais très à l'aise de raconter une histoire qui s'y passe. Mais je savais que les États-Unis étaient une facilité pour moi parce que écrire, être à Genève et écrire un livre qui se passe ailleurs, très loin de chez moi, ça me permettait de mettre de la distance entre moi, Joël, et mon roman. Et j'avais toujours essayé d'écrire un livre qui se passe à Genève, mais j'avais de la peine parce que je trouvais qu'à Genève, où il y a ma réalité, je n'arrivais pas à être dans un monde de fiction. Je n'arrivais pas à faire de Genève un personnage de fiction comme je pouvais le faire avec New York ou Boston grâce à cette distance. Et c'est pour moi, c'est important qu'à chaque roman, je me mette un défi et que j'essaye quand même de développer un peu mon savoir-faire parce que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce succès très jeune, mais ce n'est pas parce que vous avez du succès que vous n'êtes pas un jeune écrivain. Et donc moi, je reste un jeune écrivain dans le sens où j'ai seulement 5 romans parus et ça veut dire que j'ai encore beaucoup de travail, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'exercices et beaucoup de choses, oui, à comprendre sur l'écriture. Et donc chaque roman, pour moi, c'est l'occasion d'exercer un peu plus ce métier, d'essayer de comprendre un peu plus et de passer des nouvelles étapes. Et pour moi, l'étape importante, c'était d'être capable de raconter Genève comme un personnage de fiction. Et donc, c'est le défi que je me suis lancé avec ce livre. Et il y a évidemment un côté un peu personnel, puisque Genève est la ville dans laquelle je vis, avec beaucoup de souvenirs et beaucoup de liens très forts. Et ça a été pour moi l'occasion aussi, à ce même moment, quand j'ai commencé à avoir envie de faire ce livre, ça s'est passé plus ou moins au moment où mon éditeur Bernard Defallois est décédé. C'était un vieux monsieur, il avait 92 ans. Et c'était un homme très important pour moi. C'était mon éditeur, l'homme qui m'a donné ma chance, l'homme qui a cru en moi, l'homme qui a fait le succès. Je disais avant que le succès, c'est quelque chose à plusieurs. Lui, il a vraiment été le bâtisseur du succès de Harry Kéber, le bâtisseur de la suite aussi par tous les conseils qu'il m'a donnés, par sa présence. Et j'avais très envie de lui rendre hommage. Et j'avais envie de lui rendre hommage en le présentant à mes lecteurs, en faisant de lui un personnage de roman pour qu'il fasse partie d'un tout et que mes lecteurs de romans puissent le rencontrer. Je m'étais dit, est-ce que je ferais un petit livre, quelques pages autour de lui, une petite biographie de 10, 15, 50 pages sur Bernard pour le raconter. Et je me suis dit, non, il faut qu'il fasse partie d'un vrai roman parce que c'est le roman qui nous a liés et que je sais que par un roman, à travers un roman, beaucoup plus de lecteurs vont le rencontrer. Et c'est ça que je voulais. Je voulais, comme si on était à une fête de famille, présenter Bernard et vous dire, voilà Bernard, cet homme tellement important pour moi, je veux vous le présenter. Et donc je raconte dans ce roman Bernard, et je raconte Bernard au travers de petits épisodes, de petites anecdotes sur le lien, notre rencontre, Harry Kéber, le cinéma, ce qui s'est passé entre nous. Et ces épisodes-là sont des vrais moments. Donc, ce sont des épisodes où je raconte vraiment des moments de moi, Joël et Bernard. Donc, on n'est plus dans le roman, on n'est plus dans la fiction, on est dans de la réalité, dans du récit. Et autour de ça, il y a un roman, il y a une fiction. Et donc, comme il y a Genève, qui est la ville dans laquelle je vis, et qu'il y a ces moments de récit réel entre Joël, moi qui vous parle maintenant, et Bernard, j'ai décidé que le roman qui se passe à Genève devrait avoir un protagoniste qui me ressemble sans être moi, pour qu'il y ait une cohérence. Et donc c'est en entremêlant tout ça que j'ai commencé à imaginer ce roman un peu à deux voix, dans lequel, autour de l'histoire d'un écrivain qui raconte son éditeur et son lien avec un éditeur, cet écrivain part en vacances quelques jours dans un hôtel de montagne en Suisse et va se rendre compte que la chambre à côté de la sienne a été, il y a des années, le théâtre d'un meurtre qui n'a pas été résolu et l'écrivain va mener son enquête. Et ça, c'est la partie
enquête, thriller, polar du livre, qui est un peu policier, évidemment, puisque c'est un roman avec une enquête, avec un meurtre. On va découvrir qui est le meurtrier, ce qui s'est passé. Donc, il y a une enquête. Oui, c'est un policier pour ça. Mais en même temps, je dirais que ce n'est pas vraiment un policier parce que l'enquête, elle est, si vous voulez, un prétexte pour rencontrer des personnages, pour rencontrer des relations entre des êtres humains et elle permet de cimenter un peu ça ensemble. Euh, je, je crois que tous mes romans, même si tous mes romans sont un peu des policiers parce qu'il y a une enquête dedans, je crois que mes romans ne sont pas vraiment des romans policiers parce qu'ils pourraient tous exister quand même, même sans le meurtre et sans l'enquête, parce que ce sont des romans qui sont avant tout, je crois, des récits de vie. Idéatiquement parlant, je pense que c'est un roman sur les identités, sur qu'est-ce que c'est une identité, parce qu'il y a là-dedans un jeu très riche, un jeu de miroir et un jeu d'identité, et parce que, euh, une partie du roman, disons la confession et la déclaration de l'amour vers l'éditeur, est un clou pratiquement, même dans l'intrigue policière. Mais parlons un petit peu de Bernard de Fallois, qui était ton éditeur. Pourquoi? Peut-être parce que moi aussi, je l'ai personnellement connu. Donc, c'est vraiment une partie du livre qui m'a profondément touchée. Et d'autre part, il y a une autre raison, pourquoi pas, il faut le reconnaître, l'éditeur est peut-être la partie la moins visible dans l'engrenage d'un livre. Or, Bernard Fallois est non seulement un personnage de roman avec l'énigme de la chambre 622, mais disons, il était romanesque avant d'être dans le roman. Et lorsque j'ai entendu parler de Bernard de Fallois, qui était d'ailleurs un éditeur historique en France, il avait édité plein de grands auteurs, y compris Marcel Proust. Donc, lorsque j'ai entendu parler de Bernard de Fallois, il avait 86 ans, il me semble, et toi, tu avais à peu près 28 ans, donc c'était une sorte de symétrie assez, assez intéressante parce que, comme tu le dis dans le livre, Bernard de Fallois était ton ami, ton éditeur, Oui, ton maître. oui, 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 c'est vrai. C'est très important ce que tu dis parce que c'est vrai que Bernard est un homme très particulier qui avait vraiment connu toute l'édition française, qui avait été un acteur très important du monde de l'édition en France, qui avait régné sur l'édition pendant 40 ans. Il est mort à 92 ans en pleine édition. Hein. Il allait au bureau tous les jours, il était en pleine forme. Donc c'était un homme assez incroyable qui connaissait absolument tout le monde, qui avait eu des histoires sur absolument tout le monde. Et à chaque fois, et il le disait sans se mettre en avant lui, mais quand on racontait quelque chose, quand je parlais de quelque chose, euh, un jour je parle de Salvatore Dali, il me dit ah mais je l'ai bien connu, il me raconte une histoire sur lui. Un jour Leonardo DiCaprio, quand il a son Oscar pour Le Revenant, il me raconte qu'il l'a rencontré une fois, etc. à Paris. Enfin, il avait toujours une histoire et on se rend compte qu'il avait une histoire de vie absolument incroyable. C'était un personnage absolument incroyable. C'était parmi ces gens qui, quand ils parlent, on aimerait qu'ils parlent pour toujours, on aimerait que tout le monde se taise, on aimerait les écouter. Et je me souviens que quand j'allais à des interviews et qu'il m'accompagnait, à la radio, par exemple, j'étais en train de parler et j'avais comme ça la cabine et je le voyais derrière, de l'autre côté. J'avais envie de dire aux journalistes, arrêtons tout, il faut que Bernard parle. Moi, je ne dois pas être là, je dois être derrière, il faut que Bernard soit là et qu'il vous raconte et qu'il vous parle lui, parce que c'est tellement plus intéressant que ce que j'ai à vous dire. C'était un homme incroyable. Et puis, comme tous les hommes incroyables, il avait une modestie, donc il ne se mettait pas en avant. Il ne se la racontait pas, comme on dit. Il n'était pas toujours en train de parler de lui. Il avait, quand il parlait, souvent, il vous interrogeait. Il était un vrai curieux, une vraie curiosité qui est la marque d'un intérêt profond pour les autres, pour les êtres humains. C'était un humaniste, c'était un très grand homme. Dans la vérité sur l'affaire Harry Kéber, il y a une relation romanesque très forte. Harry Kéber parle de l'écriture à Marcos Goldman. Donc,
Et ça aussi, c'est une partie très, très, très attractive parce que en tant que lecteur, tu entres un petit peu dans qu'est-ce que ça veut dire l'écriture. De la même manière, dans l'énigme de la chambre 622, l'éditeur évoqué, Bernard de Valois, dit des choses à l'écrivain qui écrit le livre, à l'écrivain qui est à l'intérieur du livre, à l'écrivain généralement. Quel est le conseil le plus cher que tu as gardé de Bernard de Valois en tant qu'écrivain? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus de ce qu'il t'a dit? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le meilleur conseil qu'il m'ait donné, c'est quand il m'a dit « poser des questions ». Il m'a donné ce conseil parce qu'il m'a dit, et je trouve que c'est un conseil de vie qui va pour tout, il m'a dit, allez, quand Harry Kéber est sorti, j'ai eu la chance d'avoir les droits qui ont été pris dans beaucoup de pays du monde, dont toi, et les éditeurs étaient très enthousiastes et j'ai reçu des invitations dans le monde entier. Bernard m'a dit, allez-y, allez dans tous ces pays, allez voir tous les éditeurs et interrogez-les. Posez-leur des questions. Comprenez ce qu'ils font, comment ils travaillent, qu'est-ce que l'édition, qu'est-ce que la littérature. Et c'était pour moi le meilleur conseil parce que c'est un conseil de curiosité. C'est un conseil qui s'applique à tout. Et je crois vraiment que la curiosité, l'intérêt de l'autre, c'est-à-dire l'écoute de l'autre, l'ouverture vers l'autre, c'est ce qui nous permet dans la vie d'avancer, de s'ouvrir, de fonctionner, de vivre ensemble, de se respecter. Et c'est un conseil de vie très général, mais je trouve très fort. Est-ce que c'est lui qui a vraiment dit que le succès ne tient pas du nombre d'exemplaires vendus, mais du plaisir qu'on prend à faire un projet, à participer à un projet? Un autre point très important, absolument. Il me dit, quand Harry Kéber, quand on est en train de préparer le livre et qu'il n'est pas sorti encore, il n'arrête pas de me dire, vous allez voir Joël, ce livre sera un succès immense. Et je lui dis, mais Bernard, vous n'arrêtez pas de dire ce livre sera un succès immense. Comment vous pouvez être sûr de ça? Il me dit, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne peux pas vous promettre le nombre d'exemplaires qu'on va vendre, si les journalistes vont aimer. Je ne peux pas vous garantir le succès commercial du livre. Ça, je n'en sais rien. Mais le vrai succès, qu'est-ce que c'est? Le succès, c'est le plaisir qu'on a à mener un projet. Et ça, c'est un conseil, c'est en tout cas en termes d'écriture. Si là, on parlait de conseils, je parle vraiment de l'écriture et qu'il y a un conseil que je peux partager s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont des écrivains et qui ont besoin de conseils, je trouve que ce conseil du succès est le conseil le plus important. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vraie valeur du roman que l'on écrit, c'est pas de savoir si on va en vendre beaucoup. C'est pas de savoir si les journalistes vont écrire des critiques extraordinaires. Évidemment qu'on a envie que des gens lisent. Évidemment qu'on a envie d'avoir des bons articles. Mais le vrai succès, c'est le plaisir que l'écrivain va avoir sur ce projet. Pourquoi? Parce que ce plaisir-là, il est à vous. Il existe vraiment. Et c'est ce que moi, je me dis à chaque fois quand je me remets à écrire un livre et que c'est une aventure qui dure en général pour moi 2 ou 3 ans, j'écris et je me dis toujours et je me répète qu'il faut que ces 2 ans valent la peine. Il faut que ces 2 ans soient des années de plaisir et que quand je regarde le livre que j'ai écrit après coup, si le livre a eu un succès commercial, tant mieux, mais que je puisse me dire surtout qu'est-ce que je me suis marré, quel plaisir j'ai eu à écrire ce livre, qu'est-ce que c'était bien pour moi. Ça ne veut pas dire que le livre sera forcément bon, ça je n'en sais rien, je fais du mieux que je peux, mais ça veut dire que c'était bien pour moi et je trouve qu'on vit dans un monde où on est très occupé à faire plaisir aux autres, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à mettre des photos de nous et à attendre que les autres valident ce qu'on fait. Mais la validation de notre propre vie, la validation de ce qu'on fait, elle ne peut pas passer par les autres. Elle doit d'abord passer par nous-mêmes. S'accepter, accepter qui on est, s'aimer soi et avoir du plaisir dans ce qu'on fait pour nous, sans être toujours en train de se demander qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Comment est-ce qu'on écrit un bon roman? Je sais que la question est tellement générale, mais je vais te dire pourquoi. J'ai une sorte d'obsession, je dirais. Dès que j'ai lu ton premier roman, enfin,
à partir du premier roman que j'ai lu, je me suis dit, écoute, il y a une mathématique tellement fine et compliquée là-dedans. Cet écrivain, certainement, il écrit un plan très complexe, il calcule tout parce que vraiment, tes romans sont pleins de rebondissements. C'est comme des romans à tiroir, donc, ou des poupées rousses. À chaque fois, il y a d'autres choses qui se révèlent juste au moment où quand tu croyais que tout est clair pour toi comme écrivain. Enfin, c'est des page turners qui semblent très, très bien calculés. Ma question concrète, c'est quel est le rapport entre la partie planifiée et la partie de spontanéité dans ton travail effectif d'écriture? Il y a pas de plan. Je n'ai jamais de plan. Ça, Euh, c'est j'ai ça, c'est étonnant. C'est incroyable. Je te crois pas. j'écris le livre comme il vient. Donc, j'écris le livre à peu près tel que tu vas le lire, tel que les gens vont le lire. Je dis à peu près parce que, évidemment, et je précise ça, évidemment qu'une fois que le livre est terminé, je le relis, je le reprends, je vérifie bien que tout fonctionne, je peux arranger ce qui doit être fait. Et évidemment que pendant l'écriture du livre, tout d'un coup, si au milieu du roman, après 300 pages, je me rends compte qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait un personnage, un nouveau personnage qui n'existait pas, mais qui doit exister avant pour être là à ce moment-là, alors je reviens en arrière et je le rajoute. Donc il y a des petits va-et-vient, mais le vrai plaisir pour moi, c'est le sans filet. Le vrai plaisir pour moi, c'est de me lever le matin en me disant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, et c'est de ne pas savoir, parce que c'est un plaisir de lecteur en fait. Moi j'aime lire des romans parce que je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai l'impression que si je devais écrire un livre dont je saurais déjà absolument tout, je me dirais mais pourquoi est-ce que je vais écrire ce livre? Je sais déjà ce qui se passe. Et je trouve que l'exercice de sans filet est un exercice très excitant, très stimulant, avec de l'adrénaline, avec du plaisir, qui est, oui, qui est quelque chose sans filet. Et moi, ça me plaît. Alors, c'est un risque qui est limité parce que au pire, ça ne marche pas. Au pire, si l'histoire ne tient pas, ben, elle ne tient pas. Mais le fait d'être justement comme ça, libre, c'est quelque chose qui me plaît et qui est très important pour moi. C'est merveilleux, l'écrivain qui joue et qui prend du plaisir à écrire son texte. Mais quelle est la relation avec tes livres une fois qu'elles sont écrites, une fois que tu t'en détaches? Est-ce qu'il y a une que tu aimes plus que l'autre ou... En général, en général, et tant que c'est comme ça, je pense que c'est bien. Jusqu'à maintenant, je préfère toujours le dernier parce que j'ai l'impression que je commence à mieux maîtriser ce que je fais. L'écriture, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'université pour devenir un écrivain, il n'y a pas vraiment de cours. Il y a parfois des ateliers, il y a parfois, les Américains ont un petit peu ce qu'on appelle du creative writing, mais il y a pas vraiment quelque chose de reconnu qui dit pour être écrivain, voilà ce qu'il faut faire. Alors que si vous voulez être pianiste, vous pouvez suivre une haute école de musique, on va vous apprendre à être pianiste, on va vous apprendre à jouer du piano. Ça ne veut pas dire que vous serez un grand pianiste, mais on vous apprend comment jouer du piano. Si vous voulez être peintre, vous pouvez faire les beaux-arts, une académie des beaux-arts, on va vous apprendre les techniques. Ça ne veut pas dire que vous serez forcément un grand peintre, mais on va vous donner les techniques. Et si vous voulez écrire, on vous dit débrouillez-vous. Il n'y a pas vraiment de technique. Alors qu'il y a une technique, mais une technique qui se découvre au fur et à mesure. Donc j'ai l'impression que plus je travaille, plus je commence à comprendre ma technique et plus j'ai du plaisir parce que plus j'ai une palette qui me permet d'aller plus loin. Après, c'est la particularité, c'est que chaque écrivain a sa façon de faire. Il n'y a pas une façon, il y a la façon de chacun et c'est la beauté, je trouve, de l'écriture. Donc, écrire et se faire plaisir premièrement à soi-même, ça semble être des techniques pour le... Moi, c'est très important. Après, l'écriture, ça peut être aussi pour certains, et c'est important aussi, hein, il y a des gens pour qui l'écriture peut être quelque chose de cathartique, c'est-à-dire quelque chose qui leur permet de se libérer d'une expérience très difficile, de quelque chose de très douloureux, de quelque chose en eux qu'ils doivent exprimer, et l'écriture peut être un moyen de l'exprimer. Je fais une parenthèse avec ça parce que moi, tout ce dont je vous parle ici, c'est vraiment de l'écriture de roman, c'est-à-dire de la fiction. Je ne parle pas du tout de l'écriture de récits ou de choses comme ça, de vraies histoires personnelles. Moi, ce que je fais, c'est
et ce que je partage et ce que j'édite, ce que je partage avec des lecteurs, c'est vraiment de la fiction, donc c'est-à-dire quelque chose que j'invente complètement. Ça m'arrive aussi parfois de noter un petit journal, des pensées, des choses personnelles, mais ça c'est pour moi. Ça n'a pas vocation à être partagé. Tes romans sont pleins de personnages, il y a une vie foisonnante, extrêmement riche et complexe. Je voulais te demander comment est-ce que tu vis le confinement, surtout dans un milieu où tu vis, où les gens se parlent, sont ouverts, se font la bise normalement 3 fois à chaque fois qu'on se rencontre. Donc, est-ce que tu crois que le confinement, qui déjà dure depuis un an, peut-être que ça va se prolonger, ça change quelque chose dans la manière dont un écrivain et toi personnellement se rapportent au personnage et à l'action? Ça a changé quelque chose dans la manière de... Dans mon écriture, dans mon travail d'écrivain, non. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que, et là c'est de nouveau, c'est personnel, hein. Moi, j'écris des livres dans lesquels j'ai envie de me sentir bien moi. Et il me semble que dans mes romans, le lecteur considérera que même s'il y a un meurtre, même s'il se passe des choses, c'est un univers plutôt agréable. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'en tout cas pour moi, que le roman, c'est une fenêtre de liberté, mais qui doit être aussi quelque chose, un moment où on a envie de se plonger, on a envie de retourner comme un bain chaud ou comme un endroit agréable où on est en sécurité. Et je crois que quoi qu'il se passe dans le livre, le lecteur doit se sentir en sécurité. Et donc moi, aujourd'hui, quand j'écris, là je travaille sur un projet, j'ai pas envie de parler du confinement, j'ai pas envie de parler du coronavirus, j'ai pas envie de parler dans un roman de gens qui se rencontrent et qui doivent se taper le coude ou le poing ou se saluer de loin ou avoir un masque. Parce que ça me plaît pas et parce que je le subis déjà dans ma réalité. Donc moi, j'ai envie de raconter des gens qui s'embrassent, des gens qui se retrouvent, des gens qui partagent des moments ensemble, des gens qui sont dans une liberté totale. Et parce que c'est important pour moi et que j'ai envie de le vivre comme ça. Et puis aussi peut-être parce que si on écrit un roman pendant la période du coronavirus, alors on verra dans 10 ans et peut-être que ça va être notre normalité pour toujours et qu'on verra bien. Mais aujourd'hui, le coronavirus, c'est une parenthèse. C'est quelque chose qui n'est pas censé durer trop longtemps. Et en principe, on pourra dire que de telle période à telle période, c'était la période de coronavirus. Et je crois que si on commence à être dans un roman dans lequel les gens ont des masques et se tapent la main, on se tape le poing, alors on est en train de dater le roman. On peut avoir envie de le faire, on peut avoir envie de raconter le coronavirus et faire un roman sur ça, évidemment, mais ce n'est pas mon cas. Moi, je n'ai pas envie de dater les choses, je n'ai pas envie d'ancrer les choses. Moi, ce que j'aime au maximum, même si dans mes romans, il y a des dates, évidemment, pour situer les choses, mais j'aime bien le côté atemporel, que la narration et l'histoire doivent pouvoir être atemporelles et pas liées à une époque particulière. Et donc, c'est pour ça, pour ces raisons-là, que dans mon roman et dans mon activité d'écrivain, je reste dans quelque chose de similaire à ce que j'ai toujours fait. Et d'ailleurs, j'ai la chance, là, je suis dans mon bureau en ce moment, les règles, comme je suis seul dans mon bureau, etc., je peux continuer à venir au bureau. Donc, je n'ai pas cet enfermement très difficile qui peut être le cas de beaucoup de personnes et qui engendre tellement de souffrance. Est-ce que tu écris maintenant un nouveau roman? J'écris Est-ce que tu es au bureau quand même? Oui, je suis au bureau, j'écris, mais comme je n'ai pas de plan, je ne sais pas ce que j'écris. Et c'est vrai, que j'ai des idées, quelque chose avance, mais je ne sais pas encore ce que je fais. Voilà, c'est le moment où je mélange un peu les ingrédients et je me dis, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est un moment que j'aime. C'est un moment que j'aime. Je parlais avant de l'expérience que j'acquiers. Et c'est vrai qu'au début, de ne pas avoir de plan, de ne pas savoir, ça pouvait être très angoissant. De me dire, mais est-ce que je vais y arriver? Et aujourd'hui, je sais que je vais y arriver. C'est-à-dire, je sais que ça va se passer. Donc, j'aime ce moment de contemplation parce que c'est le moment où tout est possible. C'est le moment où c'est comme avant un dîner, où tu dois faire un dîner, tu as des amis qui viennent dîner chez toi et tu vas faire des courses au supermarché, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Et tout est possible. Et tu es dans les rayons du supermarché, tu te dis, voilà, est-ce que je vais faire du poisson? Est-ce que je vais faire des légumes? Est-ce que je vais faire un dessert comme ça? Et tu peux
le dîner est encore parfait puisqu'il n'a pas eu lieu. Alors, en attendant ce nouveau roman, je conseille à nos lecteurs de lire et de se permettre ce plaisir qui est La Chambre 622. C'est une lecture que tu ne peux pas arrêter. Donc, on oublie tout ce qui se passe autour, des bonnes et des mauvaises choses. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et tu es invité revenir à Bucarest. Avec Et plaisir. Avec grand plaisir. Je salue tous mes lecteurs roumains. Merci beaucoup. Vous me manquez. Ça fait 9 ans maintenant que je ne suis pas venu. Il est temps que je vienne. Et dès que les voyages pourront avoir lieu, je me réjouis de vous retrouver ici, en Roumanie. En attendant, prenez bien soin de vous et restez en bonne santé. merci beaucoup. Merci. Bye bye.